Alors, mes chers collègues, après M. Fabrice Langlard, la semaine dernière, sur le revenu universel d'activité, nous entendons ce matin M. Gilbert Sette, président du groupe d'experts sur le SMIC, qui a souhaité être entendu en visioconférence. Ça devait être en présentiel, mais nous le faisons en visio. Donc, je salue nos collègues qui participent également à nos travaux en visio. J'indique que cette audition fait l'objet d'une captation vidéo retransmise en direct sur le site du Sénat, qui sera ensuite disponible en vidéo à la demande. Dans notre pays, les dispositifs de soutien à l'emploi et aux revenus des travailleurs aux salaires les plus bas sont nombreux et variés, qu'il s'agisse des allègements généraux de cotisation, de la prime d'activité ou encore de la revalorisation du SMIC. Au cours de la période récente, le gouvernement a privilégié des dispositifs, comme la prime d'activité, qui sont coûteux pour les finances publiques. Chaque année, le groupe d'experts se prononce sur la revalorisation du salaire minimum au 1er janvier. Dans un rapport remis au gouvernement le 15 décembre dernier, que vous trouverez sur Déméter, le groupe d'experts recommande de s'abstenir de tout coup de pouce sur le SMIC au 1er janvier 2022, le salaire minimum étant revalorisé selon des mécanismes automatiques que le groupe recommande par ailleurs de réviser. Dans ce même rapport, le groupe indique, je cite, que les politiques de soutien aux bas revenus ont atteint également leurs limites dès 2019, dans la mesure où la mobilité dans le bas de la distribution des salaires et la formation des salariés concernés qui la permet ont perdu de leur rendement en termes de revenus. Nous sommes intéressés par ce point, mais aussi par l'ensemble des sujets d'actualité sur cette question. Les tensions sur le marché du travail, malgré un taux de chômage encore élevé, l'inflation et les revendications salariales qui se font jour dans certains secteurs, comme l'agroalimentaire, mais aussi les effets de la crise et des mesures de soutien aux entreprises. Plus largement, quels sont, selon votre groupe d'experts, les bons outils pour soutenir l'emploi et le revenu des travailleurs pauvres ? Je vous laisse la parole avant que le débat ne s'engage avec les commissaires qui souhaitent vous interroger, notamment nos rapporteurs budgétaires sur les missions Travail et Emploi et Solidarité, que sont Frédérique Puissat et Jean Sol. Je vous laisse la parole, Monsieur Sette. Merci beaucoup. J'espère donc que vous m'entendez bien. Je vais commencer par un propos liminaire à votre invitation. Et bien sûr, en laissant le maximum de place ensuite à la discussion et à vos questions. Donc, je vous salue tous et je vous remercie beaucoup de cette audition parce que j'en suis très content, parce qu'il me semble important de vous rendre compte des réflexions de ce groupe d'experts et au-delà de ce groupe d'experts d'ailleurs, d'une très grande fraction de la communauté des économistes et des personnes qui s'intéressent à ces questions. Voilà. Et puis, désolé de ne pas avoir pu venir, mais j'ai subi une petite intervention chirurgicale il y a peu de temps et donc ma mobilité est assez réduite. Alors, 8 points dans cette intervention liminaire, 8 points rapides avant de répondre à vos questions. Premier point, dans un pays comme la France, comme dans d'autres pays où la négociation collective est assez faible, le pouvoir de négociation des salariés est assez faible, un salaire minimum national, le SMIC chez nous, est indispensable. Alors, ça peut aller de soi pour beaucoup d'entre vous, mais il faut quand même rappeler que les pays dans lesquels les inégalités sont les plus faibles sont des pays dans lesquels il n'y a pas de salaire minimum national. Et je pense par exemple aux pays nordiques et scandinaves. Dans les pays nordiques et scandinaves, il n'y a pas d'équivalent de notre SMIC, il n'y a pas de salaire minimum national. Et quand un débat s'ouvre sur le salaire minimum national, dans ces pays-là, ce sont les syndicats de salariés qui s'y opposent avec la plus grande énergie en disant « laissez-nous faire notre boulot, c'est à nous de négocier les salaires et l'établissement d'un salaire minimum national nous affaiblirait ». Donc vous voyez, on est dans des mondes très très différents, dans des pays comme la France ou l'Allemagne, et puis des pays comme les pays nordiques et scandinaves où, je le rappelle, les inégalités
de revenus, de patrimoine sont beaucoup plus faibles que chez nous. Un grand pays voisin, l'Italie, n'a pas non plus de salaire minimum national. Et en Italie également, ce sont les syndicats de salariés qui s'y opposent, avec les mêmes arguments que ceux que je viens d'évoquer. Donc vous voyez, l'existence d'un salaire minimum national, notre SMIC, est indispensable, mais est indispensable parce qu'il est le reflet de la faiblesse, en quelque sorte, de la négociation collective. Et où est la poule, où est l'œuf, évidemment, ce salaire minimum national affaiblit même, déresponsabilise en partie les acteurs de la négociation collective. Deuxième point de cette intervention liminaire, je voudrais souligner, et là, sur ce point-là, il y a un grand consensus, et ce diagnostic est basé sur de multiples simulations qui ont été faites sur des échantillons de centaines de milliers de ménages. On en a reporté les résultats dans plusieurs de nos rapports du groupe d'experts. Le salaire minimum, le SMIC chez nous, est inefficace pour lutter contre la pauvreté. D'autres outils sont beaucoup plus efficaces que le salaire minimum. Alors, pourquoi ? La première raison, c'est que quand on regarde attentivement quels sont les principaux facteurs de pauvreté, en France comme dans d'autres pays, dans ce que je vous dis, il n'y a rien de spécifique à la France, on voit que le principal facteur de pauvreté, c'est le nombre d'heures travaillées. Et donc, le moyen le plus efficace pour lutter contre la pauvreté, c'est d'augmenter le nombre d'heures travaillées. Les pauvres, dans les pauvres, sont surreprésentés, bien sûr, les personnes sans emploi, les personnes en temps partiel contraint, les personnes qui connaissent des carrières hachées, vous voyez, ce type de ménage. Et puis, le deuxième facteur, après le nombre d'heures travaillées, le deuxième facteur qui explique statistiquement la pauvreté, c'est la situation familiale. Évidemment, pour un même revenu, et tout, même si on prend en compte évidemment les aides de l'État qui sont fortes en France, eh bien, on a plus de chance, de malchance, d'être pauvre quand on a 4 bouches à nourrir avec un seul revenu que quand on a une seule bouche à nourrir. Et par exemple, les parents célibataires sont surreprésentés parmi les pauvres, et on a en tête que très souvent, il s'agit bien évidemment de mères célibataires. Donc, inefficacité, et puis inefficacité aussi par ailleurs, par le fait que quelqu'un est au SMIC, mais peut vivre avec une autre personne qui est loin du SMIC, vous voyez, dans un foyer fiscal. Et donc, dans ce cas-là, l'augmentation du SMIC ne réduira pas, ne contribuera pas à réduire la pauvreté. Alors, quels sont les leviers les plus efficaces pour lutter contre la pauvreté? Je l'ai dit, le nombre d'heures travaillées, et donc la réduction du chômage, le combat contre le temps partiel contraint, contre les carrières hachées, et puis, par ailleurs, le soutien aux bas revenus, et les soutiens aux bas revenus ciblés. Et la prime d'activité, quand on parle de pauvreté laborieuse, la prime d'activité est un outil très efficace de lutte contre la pauvreté. En France, vous le savez, la prime d'activité est très importante. Pour vous donner un ordre de grandeur, un salarié célibataire au SMIC à temps plein a une prime d'activité mensuelle d'environ, en arrondissant un tout petit peu, 280 € par mois. Donc quelque chose d'assez conséquent par rapport à son seul revenu du travail, le SMIC, ici à temps plein, eh bien, il y a une augmentation de 15 à 20% de son revenu, et de son revenu d'activité, puisque, si j'ose dire, la prime d'activité, par définition, est liée à l'activité. Et puis il y a d'autres aides, bien sûr, qui soutiennent le revenu des moins favorisés, et en particulier, dans un pays comme le nôtre, les aides au logement. Alors, cette efficacité plus grande de la prime d'activité que le salaire minimum pour lutter contre la pauvreté et la pauvreté laborieuse a été montrée par de multiples simulations publiées dans nos rapports, simulations qui sont factuelles. Et d'ailleurs, on a été entendu, puisque, comme vous le savez, c'est l'une des décisions, la forte revalorisation de la prime d'activité qui a été prise fin 2018, début 2019, pour répondre en partie au mouvement des Gilets jaunes. C'est par ce moyen qu'il a été décidé de lutter contre la pauvreté laborieuse.
Troisième point, quand on se compare à d'autres pays, on constate que le SMIC est assez élevé. Le salaire minimum en France est assez élevé, que malgré la baisse des charges sociales employeurs ciblées au niveau du SMIC, vous voyez, entre 1 et 1,6 SMIC, bien malgré cette baisse, malgré ces exonérations, notre salaire minimum en termes de coût pour les entreprises est l'un des plus élevés parmi tous les pays avancés. Je vous renvoie là aux données qui sont à la page 54 de notre dernier rapport. Mais par ailleurs, compte tenu de l'importance des dispositifs qui sont déployés dans notre pays, en France, pour soutenir le revenu des personnes à bas revenus, on observe quelque chose qui est très très particulier à la France. C'est que la mobilité sociale et la mobilité salariale rapportent peu. Je vais vous donner un chiffre. Ça peut sembler complexe, l'explication de ce chiffre, mais sur le fond, c'est assez simple. Le ratio entre le revenu d'un salarié célibataire à temps plein au SMIC et le revenu du même salarié célibataire à temps plein, mais au salaire médian donc il y a autant de ménages qui gagnent moins que de ménages qui gagnent plus en salaire, eh bien ce ratio est de 80% en France, plus élevé que dans tous les autres pays de l'OCDE. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand un salarié qui est au plus bas de l'échelle des salaires, un salarié travaillant en temps plein, un célibataire qui est au plus bas de l'échelle des salaires, sacrifie voyez, des soirées, des week-ends, des vacances pour se former et pour traverser par une mobilité salariale la moitié de la distribution des salaires, pour aller du plus bas jusqu'au salaire médian, c'est quand même une épopée. Eh bien, son revenu passe de 80 à 100, c'est-à-dire une augmentation de 25%, ce qui est assez faible par rapport à tous les autres pays. Et pourquoi ce fort ratio de 80%? Eh bien parce qu'on a beaucoup de dispositifs de soutien aux bas revenus, comme la prime d'activité que j'évoquais tout à l'heure, mais il y en a beaucoup d'autres en France qui sont bien évidemment dégressifs avec les revenus d'activité pour éviter d'être trop chers. Ils ne sont pas universels. Donc vous voyez, le soutien aux bas revenus est quelque chose qui a aussi des conséquences qui ne sont pas que positives. Certes, ça lutte efficacement contre la pauvreté, mais simultanément, ça réduit, je dirais, les gains de la mobilité salariale et de la mobilité sociale. Quatrième point, nous sommes en France, et on le dit, on le répète dans nos rapports du groupe d'experts, au bout d'une certaine logique qui a été amorcée au début des années 90 et qui a été prolongée par tous les gouvernements, qu'ils soient de gauche, de droite. Vous voyez, sur ce plan-là, il y a vraiment une continuité des politiques économiques. Ces politiques sur lesquelles on est au bout du chemin, qu'on a complètement épuisé maintenant, sont deux politiques. D'une part, la baisse du coût du travail au niveau du SMIC via des baisses de cotisations sociales. On est au bout, parce qu'il ne reste plus rien, ou quasiment plus rien. Il n'y a plus que les contributions accidents du travail, maladies professionnelles, que personne ne pense à réduire, puisqu'elles sont assorties d'un bonus-malus qui se veut incitatif pour de bons comportements des entreprises. Et donc là, on est au bout du chemin, entamé au début des années 90. Et puis on est au bout du chemin aussi dans le soutien aux bas revenus via des dispositifs comme la prime d'activité. Pourquoi au bout du chemin? Eh bien, parce que c'est le chiffre que je vous ai donné tout à l'heure, on a déjà évidemment des incitations trop faibles à la mobilité salariale, à la mobilité sociale, au développement d'une certaine énergie, vous voyez, pour faire valoir des ambitions de la part de beaucoup de salariés. Et donc, c'est fini, c'est derrière nous. Ça veut dire quoi, cela? Ça veut dire que maintenant, le soutien aux bas revenus, les politiques qui vont être déployées pour les bas revenus, devront se baser sur d'autres outils. Et ces autres outils, c'est quoi? Ça va être la négociation collective, nécessairement. Une négociation collective qui a connu, bien sûr, un gros boost
par les ordonnances travail de septembre 2017 et par la loi Pénicaud de mars 2018. Dans l'architecture, si vous voulez, qu'on peut voir de ce qui fait l'évolution des salaires, des bas salaires, le SMIC indispensable est un socle, et doit le rester. Et à côté de ce socle, il y a les minima de branche qui sont négociés par les partenaires sociaux et qui prennent en compte au niveau de la branche les réalités de l'activité, de la pénibilité, des conditions de travail, des attentes des salariés, etc. Et puis ensuite, il y a la négociation, bien sûr, d'entreprise qui prend acte des minima de branche résultant de la négociation collective. Cinquième point de cette intervention, une fois qu'on a dit ça, on est obligé de constater, et ça a été fortement souligné dans le débat public sur les dernières semaines, que de nombreux minima de branche sont inférieurs au SMIC. Alors, bien sûr, dans notre pays, heureusement, le SMIC étant une disposition d'ordre public, quand un minima de branche est inférieur au SMIC, aucun salarié n'est payé en dessous du SMIC. Ça va de soi, encore heureux. Mais néanmoins, ça a comme conséquence de tasser l'éventail des salaires, des salariés, et puis avec un plus pour ceux qui sont en dessous, mais de tasser l'éventail des salaires, et donc d'augmenter la masse salariale qui est éligible aux allègements de cotisations sociales. Pour être clair et pour parler un petit peu plus cash, ça aboutit à une dépense publique, ou à une moindre recette, si vous voulez, ce qui revient au même. C'est-à-dire que les branches et les entreprises de ces branches gagnent à faire en sorte que les minima de branche soient inférieurs au SMIC. Alors je ne dis pas qu'elles font ça pour ce gain. Néanmoins, on vit dans une situation où il y a cette incitation négative à la négociation collective. Les entreprises d'une branche gagnent si les minima dans cette branche sont inférieurs au SMIC. Et donc il faut absolument, ça sera peut-être une partie de notre débat tout à l'heure, il faut absolument faire en sorte que les minima, bien sûr, soient calés au minimum sur le SMIC, mais qu'ils ne soient pas inférieurs au SMIC. Et aujourd'hui, dans la négociation collective de branche, on peut faire ce constat alors même que les difficultés de recrutement, que vous connaissez bien, que vous avez évoquées, madame, tout à l'heure, eh bien, font que le rapport de force dans la négociation collective est quand même favorable à la partie salariale. Bien, malgré ça, on observe dans de nombreuses branches ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Sixième point, en France, le salaire minimum est très contraint en termes de revalorisation. Il n'y a pas d'équivalent dans tous les autres pays avancés. Aucun équivalent. Vous voyez, en France, il y a un processus de revalorisation automatique, une indexation sur l'inflation, plus une indexation sur la moitié des gains de pouvoir d'achat d'un index salarial, le salaire horaire de base des ouvriers et des employés, plus éventuellement un coup de pouce. Et le groupe d'experts sur le SMIC, que j'ai l'honneur de présider, ne donne une recommandation que sur ce dernier point, en termes de revalorisation. Très souvent, il y a une confusion dans les débats. Il est dit, le groupe d'experts ne recommande pas d'augmentation du SMIC, et puis ensuite, la ministre ou le ministre n'augmente pas le SMIC, c'est faux. Le SMIC augmente de façon automatique, et bien sûr, les choix qui peuvent être faits concernent le coup de pouce. Dans quasiment tous les autres pays avancés, la valorisation du salaire minimum est quelque chose de totalement discrétionnaire pour les pouvoirs publics qui peut s'appuyer pour cette décision sur l'avis éventuel d'une commission, l'équivalent du groupe d'experts que je préside. Vous voyez, il n'y a pas d'équivalent en France. Et c'est pour ça que d'ailleurs, on a préconisé, le groupe d'experts sur le SMIC que je préside a préconisé à plusieurs reprises le fait de se rapprocher des autres pays, de devenir un pays normal, c'est-à-dire d'enlever ces dispositifs automatiques pour que, et le groupe d'experts dans sa recommandation, et le gouvernement dans sa décision, eh bien, et toute la marge de latitude, comme dans les autres pays, en fonction de ce qui se passe sur le marché du travail, en fonction de la situation économique, eh bien, et toute latitude pour décider quelle sera l'augmentation du salaire minimum de notre SMIC. Septième point,
dans la crise actuelle, qu'est-ce qui s'est passé pour les smicards dans la crise Covid? Très souvent, les smicards sont surreprésentés dans les postes qui ne sont pas télétravaillables. En conséquence, les smicards sont par contre surreprésentés dans les emplois dits de première et de deuxième ligne. Je n'aime pas trop ces appellations, mais elles sont facilement compréhensibles. Donc les smicards sont surreprésentés dans les emplois de première et deuxième ligne. Et les smicards sont également surreprésentés parmi les salariés qui ont bénéficié des dispositifs d'activité partielle, avec une protection particulière pour les personnes au SMIC, puisque vous le savez, pour eux, l'indemnisation couvrait intégralement, était à 100% du SMIC. Vous ne pouvez pas être inférieur au SMIC. Si bien que les personnes au SMIC n'ont pas connu dans l'activité partielle de baisse de leur pouvoir d'achat. Donc une protection spécifique les concernant. Et puis, dernier point de ce propos liminaire, quand on regarde autour de nous, qu'est-ce qui se passe pour le SMIC? D'abord, on peut constater que la France est l'un des pays dans lequel le salaire minimum a le plus progressé, comparé aux autres pays sur l'année 2021, avec des arguments automatiques, de façon automatique, certes, mais a le plus progressé, 1% au 1er janvier 2021, 2,2% au 1er octobre 2021, 3,2% dans l'année. Il y a très peu de pays qui ont fait plus. Ça, c'est le premier constat qu'on peut faire. Dans le débat sur le salaire minimum, certains pays envisagent de fortement augmenter leur salaire minimum. C'est le cas de l'Allemagne, par exemple, qui, avec la nouvelle coalition au pouvoir, envisage de porter à 12 € le salaire minimum, c'est-à-dire à un niveau supérieur au nôtre, avec un calendrier qui n'est pas encore tout à fait précisé pour cette augmentation. La réponse à ça, c'est que l'Allemagne fait les choses en ordre. L'Allemagne est un pays dans lequel le taux de chômage est à 3%, le nôtre est à 8%. L'Allemagne est un pays très compétitif, son excédent de balance courante est de 9% du PIB, quand nous sommes en déficit pour la 15e année consécutive, ce qui manifeste évidemment, ce qui témoigne d'un manque de compétitivité. Et donc l'Allemagne fait les choses dans l'ordre. Alors parfois dans le débat, il est évoqué l'augmentation très forte du salaire minimum qui a eu lieu en Espagne en 2019, pour dire, vous voyez, il y a d'autres pays qui augmentent fortement leur salaire minimum. Alors certes, le salaire minimum espagnol, même après cette forte augmentation, reste inférieur au nôtre. Faut quand même le rappeler. Et puis, on s'est penché sur les conséquences de cette forte augmentation du salaire minimum en Espagne. Et une seule étude approfondie qui a été faite par des économistes académiques de la Banque d'Espagne, économistes connus et reconnus parmi tous dans la communauté des économistes du marché du travail. C'est la seule étude approfondie qui a été faite sur les conséquences de cette augmentation de 20% à peu près du salaire minimum espagnol. Les résultats de cette étude sont qu'en Espagne, ça aurait détruit la même année, 2019, entre 90 000 et 180 000 emplois. Vous voyez, c'est des conséquences fortes. Alors certes, pour ceux qui ont gardé leur emploi au salaire minimum, il y a eu une amélioration de leur situation. Pour les 90 000 à 180 000 personnes au salaire minimum en Espagne qui ont perdu leur emploi, par contre, il y a eu très nettement une détérioration de leur situation financière. Donc voilà, je suis allé vite, mais malgré cette volonté, j'ai été un petit peu long, excusez-moi. C'était le propos liminaire que je voulais avoir, et j'espère ne pas vous avoir trop ennuyé. Je suis très heureux de répondre à toutes vos questions. Merci, Monsieur le Président. Non, vous avez été très clair, comme à chaque fois que l'on vous auditionne d'ailleurs. C'est une remarque tout à fait personnelle. Mais merci pour cette présentation claire. Et je le rappelle à nos collègues, le rapport est sur Déméter. Et je passe tout de suite la parole à Frédérique Puissat.
qui a travaillé sur la négociation collective. Voilà, entre autres. Merci Madame la Présidente et merci Monsieur le Président de cette intervention. Alors je dois dire que votre rapport que j'ai relu ce matin, mais que je vais relire avec grande attention encore après vous avoir écouté, parce que c'est vrai que le rapport, je dois le dire, parfois il faut s'accrocher pour le lire, parce qu'il y a effectivement une foultitude de données, et je pense quand même qu'il nous fera référence en bien des points, parce qu'il y a des graphiques, il est illustré de façon très précise, et un grand merci pour le travail qui a été fait par tous les experts de ce groupe que vous avez présidé. Alors moi, je dois dire que je partage pas mal de vos positions, et sans forcément inverser les rôles, mes questions seront plutôt d'ordre opérationnel. Et elles seront au nombre de 4. J'en avais préparé certaines, mais comme finalement votre intervention les a balayées, j'en ai repréparé d'autres. D'abord, je reviens sur la négociation collective. On a bien compris le rôle que vous donniez à la négociation collective dans vos préconisations. Ceci étant, on a effectivement des ordonnances que vous avez évoquées qui avaient pour objectif de libérer cette négociation collective secteur par secteur. On s'aperçoit quand même que les discussions en cours font que les représentants des salariés reviennent toujours à ce qu'on connaissait préalablement. Je ne sais pas si vous avez vu les positions des uns et des autres. Donc finalement, de façon opérationnelle, comment est-ce qu'on peut mettre en œuvre ces négociations collectives, et est-ce que finalement le travail qui est en cours et qui est la suite des ordonnances qui n'ont pas encore pris pleinement leur envol va dans le bon sens, ou est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin? Ça, c'est la première question. La deuxième question sur la pauvreté. On a bien compris effectivement que l'enjeu, c'est quand même l'augmentation du nombre d'heures de travail et les situations familiales qui pouvaient interférer sur les enjeux de pauvreté. Vous avez abordé le bonus-malus qui va être mis en place au niveau de l'assurance chômage, de la réforme de l'assurance chômage, et qui va prendre son essor prochainement de façon un peu rapide dans votre rapport. Est-ce que vous pouvez nous développer, à votre sens, l'impact de ce bonus-malus sur effectivement une augmentation du nombre d'heures de travail? Et puis toujours dans les enjeux de pauvreté, c'est vrai que vous abordez, mais ce n'est pas l'objet de vos travaux, vous n'abordez pas du tout le RSA et éventuellement les enjeux de prime d'activité de RSA et la différenciation qu'il peut y avoir entre l'activité, le SMIC et le RSA, pour effectivement que le RSA ne soit pas une trappe aux pauvreté. Troisième point, en ce qui concerne effectivement les enjeux de branche, et notamment le fait de caler non pas le SMIC sur les branches, mais de travailler sur un minimum de branches. Il y a des discussions qui sont en cours actuellement, branche par branche, qui ont été initiées par le gouvernement. Quel est votre regard sur l'avancée des travaux sur ces branches, et est-ce qu'il faut aller plus loin d'un point de vue opérationnel? Et enfin, dernière question sur ce que vous avez appelé les travailleurs de première et deuxième ligne, qui doivent donner lieu à un rapport et à des préconisations de la part du gouvernement. Vous n'avez pas du tout abordé les enjeux de formation que vous abordez dans votre rapport, et qui font qu'à un moment donné, ces travailleurs-là ne sont pas du tout ceux qui captent les formations, alors qu'elles sont préalablement faites pour cela, et qu'elles devraient permettre effectivement une évolution au-delà du SMIC de cette catégorie de professionnels. Donc, quel est votre regard pour qu'on puisse effectivement libérer la formation pour ce type de public? Très bien. Je vous laisse répondre tout de suite à notre rapporteur. Pour ces questions, madame, vraiment, au fond des choses, alors je ne pourrais en faire qu'une réponse partielle, parce que sinon il nous faudrait des heures. C'est quand même des questions fortes, mais vous en êtes bien consciente. Donc je vais essayer de faire au mieux. Sur la première question, et puis d'ailleurs la troisième, branche négociation, branche par branche, négociation collective, comment la dynamiser, l'amorce du processus, vous voyez, le processus on ne peut pas du jour au lendemain passer d'une situation de faiblesse de la négociation collective et de son rôle à une situation où la négociation collective joue complètement son rôle. Je dirais que les partenaires sociaux se sont habitués à l'idée que le gouvernement, très souvent, les pouvoirs publics, disons plus largement, se substituent à eux dans certaines décisions, certains rôles, et en particulier dans la détermination des plus bas salaires. Le fait de les responsabiliser et de les amener à reprendre en main cela, c'est quelque chose qui est lent, qui ne sera pas du jour au lendemain. C'est un processus qui doit s'inscrire dans
dans la durée, de façon continue. L'année 2021 n'est pas une année anecdotique, puisque compte tenu de l'inflation forte, bien sûr, le processus de revalorisation automatique du SMIC a provoqué la revalorisation du 1er octobre de 2,2%. On n'avait pas vu ça depuis une dizaine d'années, et a mis beaucoup de branches en dessous du niveau du SMIC. Et je dirais que face à cela, la sensibilité à la chose a été forte. Le ministère du Travail, comme vous le savez, s'est très fortement mobilisé là-dessus, via des commissions mixtes paritaires, pour responsabiliser les partenaires sociaux. Est-ce que ça suffit? Est-ce que ça ne suffit pas? Dans ce rapport, nous disons, le groupe d'experts dit qu'il faudrait peut-être aller plus loin. Peut-être aller plus loin et réfléchir à des voies, comme celle qui avait été utilisée en 2008. C'était la loi de mémoire du 3 décembre 2008, l'article 27 ou l'article 28, qui nous disait que quand un minima de branche est inférieur au SMIC pendant une certaine durée, je ne me souviens plus exactement des détails, eh bien, les réductions, les exonérations de cotisations sociales, la parémisation donc des cotisations sociales, est calculée sur ces minima de branche et non plus sur le SMIC. Ça a des conséquences financières très fortes pour les branches et les entreprises. Et je vous prie de croire que c'est une incitation très très forte pour la négociation de branches. Cet article n'a jamais été mis en pratique parce qu'il était dit qu'il serait mis en pratique si le nombre de branches concernées ne se réduisait pas de temps, et le nombre de branches concernées s'est réduit. Puis ensuite, cet article a été abrogé en 2013. Et il a été abrogé en 2013 pour la raison suivante, c'est que beaucoup de gens s'interrogeaient sur sa constitutionnalité. Et pourquoi on peut s'interroger sur sa constitutionnalité? Vous voyez que ça pourrait amener à sanctionner des entreprises pour une décision qui n'est pas de leur ressort, c'est-à-dire pour une décision qui est prise par la négociation collective de branche. Et c'est un peu dur de justifier une pénalisation pour une décision qui n'est pas de votre ressort. Alors, face à ça, beaucoup de gens réfléchissent. J'avais fait la proposition dans un ou deux papiers, par exemple, qu'on donne à des entreprises la possibilité d'échapper à cette difficulté en adressant à la COS un document dans lequel ils s'engagent, eux, à respecter dans leur grille salariale le SMIC. Donc, vous voyez, il y a cette possibilité d'y échapper, puis il y aurait peut-être d'autres façons de faire. En tout cas, il faut y réfléchir. Il faut y réfléchir non seulement parce que ça dynamiserait la négociation collective, mais je dirais que la représentation nationale que vous êtes est tout à fait légitime à le faire, puisque le fait de ne pas revaloriser les minima de branche quand ils sont en dessous du SMIC coûte à la collectivité, puisque ça augmente la masse salariale éligible aux allègements de cotisations sociales. Donc, pour l'intérêt général, pour la préoccupation de finances publiques, il est tout à fait légitime de dire que la représentation nationale doit intervenir, et cette intervention, bien sûr, dynamiserait la négociation collective. Néanmoins, encore une fois, le bon dispositif n'est pas facile à trouver. Cette question de constitutionnalité, je ne suis pas juriste, ne doit pas être considérée à la légère. Donc, vous voyez, il faut dynamiser la négociation de branche et d'entreprise, il faut responsabiliser les partenaires sociaux, il faut amener les syndicats à se dire c'est notre boulot, il ne faut pas toujours demander une augmentation du SMIC, c'est aussi notre boulot de négocier dans les branches et dans les entreprises. À titre personnel et tout à fait en dehors de ce groupe d'experts, je préconise avec un juriste qui s'appelle Jacques Barthélémy des moyens de responsabiliser davantage les syndicats dans la négociation collective, pour les challenger un peu plus, pour dynamiser leur action, leur rôle dans la négociation. Je pourrais vous en parler, mais comme je parle ici au nom du groupe d'experts, vous voyez, j'ai quelques, pudeur à le faire. Du côté de la pauvreté, maintenant, vous avez tout à fait raison. L'ensemble des dispositifs qu'on a déployés peut aboutir à des trappes à pauvreté. C'est clair. À des trappes à pauvreté.
Et puis, pour les salariés, des trappes à bas salaire. C'est-à-dire qu'1 euro d'augmentation du salaire de quelqu'un qui est au SMIC aboutit à quelque chose de très cher, très largement supérieur à 1 euro pour quelqu'un, en termes de coût du travail, pour l'entreprise qui l'emploie. Compte tenu de, de la dégressivité des allègements de cotisations sociales. Et si on prend en compte les dispositifs de soutien en bas revenu, 1 euro d'augmentation du revenu de quelqu'un qui est au SMIC aboutit, compte tenu de la dégressivité des dispositifs de soutien en bas revenu comme la prime d'activité et d'autres, aboutit à une augmentation du coût du travail encore plus forte. C'est très très cher. Donc là, il faut avoir en tête, on donne ces chiffres dans nos rapports, il faut avoir en tête que l'ensemble de ces dispositifs qui suppléent à une négociation collective un peu insuffisante, eh bien aboutit, c'est clair, à prendre le risque de nourrir des trappes à pauvreté, des trappes à bas salaire, et puis une faible appétence pour les salariés à la mobilité salariale, à la mobilité sociale, parce que c'est coûteux de se former, de faire, d'essayer de bénéficier d'une mobilité salariale et sociale. C'est coûteux. Alors vous avez raison, on constate que les salariés au SMIC ou proches du SMIC recourent moins à la formation professionnelle que les autres. Ce qui peut faire plaisir, c'est que dans la crise en 2020, quand la formation a diminué, formation professionnelle a diminué, eh bien cette diminution a été plus faible pour les salariés au SMIC et proches du SMIC que pour les autres. C'est ce qu'on indique dans le rapport sur la base de données qui nous ont été rendues par divers services publics. Néanmoins, on ne peut pas se satisfaire fortement, on ne peut pas se satisfaire du tout que la formation dont bénéficient les salariés au SMIC ou proches du SMIC soit nettement inférieure à la moyenne, de la formation dont bénéficient les salariés. Et donc là, il faut faire quelque chose, mais je le rappelle aussi que le gain de la formation professionnelle via la mobilité sociale et salariale est faible pour quelqu'un au SMIC, à cause de l'accumulation de tous les dispositifs, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Alors, c'est un point qui me paraît important de souligner. Sur la réforme de l'indemnisation chômage, je vais avoir la même pudeur que tout à l'heure et vous m'en excuserez. On n'est pas on n'est pas venu dans notre rapport du groupe d'experts sur ce terrain-là. Je l'ai beaucoup évoqué dans d'autres travaux, dans d'autres publications personnelles ou avec des co-auteurs. J'ai beaucoup de réserves sur le plan personnel sur la pertinence du dispositif de bonus-malus. Je pense qu'on aurait pu faire des choses beaucoup plus efficaces, beaucoup plus simples que le bonus-malus. Il y a le mirage de ce qui a été conçu aux États-Unis dans les années 30. On aurait pu faire mieux. Néanmoins, sur ce plan-là, ne m'en voulez pas. Je répondrai à vos questions dans un autre contexte, dans une autre réunion ou à une autre invitation. Mais là, comme je parle au nom du groupe d'experts sur le SMIC, c'est quelque chose sur lequel nous n'avons pas statué, nous n'avons pas collectivement réfléchi. Donc voilà, je ne peux pas aller plus loin sur ce terrain-là. Voilà, j'espère avoir apporté des éléments de réponse à vos interrogations. Alors, merci. Jean Sol. Oui, Madame la Présidente. Monsieur, bonjour, mes chers collègues. J'ai trois questions globalement à vous poser, s'agissant notamment de la prime d'activité. Après 6 ans de mise en œuvre de cette prestation et 3 ans après sa revalorisation exceptionnelle de 90 €, sauf erreur de ma part, est-ce que vous pensez qu'elle a atteint ses objectifs, en particulier le pouvoir d'achat et la lutte contre la pauvreté? Et quelles évolutions effectives de cette prestation pourriez-vous préconiser? La deuxième question touche à la bonification individuelle de la prime d'activité qui est versée à partir d'un demi-SMIC de revenus mensuels. Que pensez-vous de la proposition d'ouvrir droit à cette bonification dès le premier euro de revenus professionnels? Ensuite, serait-il selon vous pertinent d'harmoniser les barèmes de la prime d'activité et de l'impôt sur le revenu? Et puis, dernière question, comment stimuler, selon vous,
la mobilité salariale compte tenu du faible gain pour les salariés entre le niveau du SMIC et le salaire médian que vous évoquiez tout à l'heure. Merci. Monsieur le Président, vous répondez, ensuite on prendra nos collègues. Merci pour ces questions. Alors, je dirais que la forte revalorisation que vous avez évoquée de la prime d'activité au début de l'année 2019, et d'ailleurs celle de la bonification, hein, c'est cette bonification qui a connu une très forte revalorisation que vous évoquiez, et qui aboutit quand même à quelque chose qu'il faut dire, qu'il faut rappeler, parce que beaucoup de gens disent, en parlant du SMIC, mais comment vous voulez vivre avec ce salaire mensuel à temps plein quand vous êtes dans une grande ville? Personne avec un salaire à temps plein ne vit avec cela. Pourquoi? Parce que s'ajoute à ce revenu d'activité la prime d'activité, puis un tas d'autres dispositifs. Et pour la prime d'activité, pour un salarié à temps plein au SMIC, je le rappelle, c'est d'environ 280 € par mois. Vous voyez, c'est pas anecdotique, hein, c'est pas négligeable. Hein. Et puis s'ajoute à ça les aides au logement, etc., les aides familiales et autres, donc logement social et autres. Donc énormément de dispositifs qui sont loin d'être financièrement anecdotiques. Alors je dirais que oui, ça remplit ses objectifs, ça a amélioré, ça réduit la pauvreté laborieuse d'une façon beaucoup plus efficace que n'aurait pu le faire une augmentation du SMIC, à même dépenses publiques, hein, j'entends. C'est ce que nous avons montré dans nos simulations. Une augmentation du SMIC coûte à l'État. Pourquoi ça coûte à l'État? Parce que une augmentation du SMIC coûte directement en termes de coût salarial. Il y a des salariés qui travaillent dans la fonction publique et qui sont proches du SMIC. Et puis deuxièmement, ça augmente, bien sûr, la masse salariale éligible aux exonérations de contributions sociales. Donc une augmentation du SMIC coûte à l'État. Eh bien, l'augmentation de la prime d'activité telle qu'elle a été décidée au début de l'année, mise en pratique au début de l'année 2019, a eu un effet à coût identique pour les finances publiques, beaucoup plus efficace pour réduire la pauvreté que une augmentation du SMIC. Donc ça, on l'a montré par beaucoup de simulations qui ont été réalisées par la Direction générale du Trésor. C'est quelque chose qui est, à mon sens, bien établi. Néanmoins, et vous soulevez quelque chose de tout à fait juste, il y a la situation des temps partiels. La situation des temps partiels qui est dramatique, et je pense que dans notre prochain rapport, d'ailleurs, je pense qu'on n'a pas encore définitivement pris cette décision, on va en discuter dans une semaine, mais je pense qu'on va se pencher sur la situation des temps partiels. Il y a la situation des temps partiels et des temps partiels contraints. Et on pense beaucoup, nous tous, à certaines salariés, dont l'archétype est la caissière de supermarché, qui est en temps partiel contraint, avec une forte étendue de sa journée de travail, qui peut être mère célibataire. Vous voyez, c'est une situation terrible, et la bonification, comme vous le dites, s'amorce à partir d'un mi-temps. Il y a quelque chose ici et puis on monte ensuite, ce qui veut dire que même quelqu'un qui travaille 24 heures par semaine, eh bien, a une très faible bonification, très faible bonification par rapport à un salarié à temps plein au SMIC. Il est clair que cette situation est terrible et qu'il faut la regarder de près. Je dirais que dans ce domaine-là, il faut toujours faire attention quand on touche un petit peu ces dispositifs. Et c'est pour ça, bon, évidemment, vous êtes maître de toutes vos réflexions, toutes vos décisions. On va se pencher sur la question, je pense, dans notre prochain rapport. On va s'y pencher sur le fond. Il faut toujours faire attention quand on touche un petit peu ces leviers, ces choses-là, ces dispositifs, parce qu'il y a parfois des effets secondaires qu'on n'avait pas anticipés au moment où on les manipule, au moment où on les change. Et donc, il faut regarder ça de près. Ça va nous demander quelques mois de travail, voyez, pour bien voir quelles sont les conséquences d'une modification, entre autres, comme vous le dites, de la bonification, pour en donner un plus grand bénéfice pour les salariés à temps partiel. Néanmoins, c'est compliqué, ce sont des choses compliquées. Il y a un tas de dispositifs qui s'accumulent l'un sur l'autre. Quand on bouge un dispositif, il faut penser
aussi à sa cohérence avec les autres dispositifs existants. C'est pour ça que, encore une fois, dire que, évidemment, l'intuition amènerait à dire, vous avez raison, il faudrait que ce soit au premier euro. Néanmoins, le réalisme amène aussi à se dire, on est dans un pays où il y a beaucoup de choses, où ces choses-là sont d'une complexité inouïe, on a une accumulation de dispositifs qui ont chacun été conçus sans aucune cohérence avec les autres, qui s'accumulent donc les uns sur les autres. Il faut faire attention. Il faut faire attention, et donc étudions ça sur le fond avant de prendre une décision, même si cette décision semble évidemment conforme à l'intuition. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, vous voyez, une recommandation, si vous me le permettez, hein, excusez-moi de parler comme ça, mais une recommandation que je ferai, allons-y avec prudence. Et sur ce plan-là, je dirais que le travail, puisque vous avez auditionné M. Langlard, vous l'avez dit tout à l'heure, le travail qu'il a été fait, puis d'autres travaux qui ont été faits par d'autres, d'ailleurs j'en ai fait moi-même, sur l'unification des minima sociaux, le plus grand nombre de minima sociaux, serait vraiment utile en France pour d'ailleurs leur donner une plus grande visibilité, pour amener les gens à se rendre compte de l'effort qui est fait par l'État, l'effort global qui est fait par l'État, qui est colossal dans notre pays. Et puis, ça serait utile aussi pour donner une cohérence à cet ensemble qui, pour l'instant, encore une fois, n'en a pas. Alors, l'articulation avec l'IR, comme vous le savez, ces gens en bas de l'échelle, enfin, on est dans un pays où l'IR n'est payé que par moins de 50% des foyers fiscaux. Donc là, on parle de personnes qui ne sont pas éligibles à l'impôt sur le revenu. Il faut, bien sûr, penser aussi une cohérence globale, mais je dirais que la priorité des priorités, c'est plutôt la cohérence entre tous les dispositifs de soutien au bas revenu. Cette cohérence, pour l'instant, n'existe pas, n'a jamais été réellement pensée. Alors, votre dernière question est importante sur la mobilité salariale. Comment on peut faire pour l'augmenter, l'appétence, le gain de la mobilité salariale pour les salariés? Vous avez raison, complètement raison, il faut l'augmenter. On ne peut pas se satisfaire d'être une exception avec un faible gain de la mobilité salariale. Pour ça, beaucoup de pistes seront nécessaires à mobiliser. La revalorisation, la dynamisation de la négociation collective que j'évoquais tout à l'heure, c'en est une, c'est clair, mais ça n'est pas la seule. D'autres pistes, c'est bien sûr de se tourner, de se pencher vers la question d'une mise en cohérence de tous les minima sociaux et salariaux, tous les minima en termes de revenus, toutes les aides, toutes les prestations, de façon à éviter des taux de prélèvement implicites trop importants pour les personnes au bas de l'échelle des revenus. Donc vous voyez, les directions que nous évoquons dans notre rapport du groupe d'experts sont celles-là. Dynamiser la formation, renforcer donc le rôle de la formation, mais aussi le rendement de la formation, par la dynamisation de la négociation collective, pour sortir du fait qu'on est au bout du rouleau, comme je vous disais tout à l'heure, pour plusieurs dispositifs, et puis par une pensée, comment dirais-je, une refondation des minima sociaux pour leur donner une cohérence globale, et puis pour éviter des taux de prélèvement implicites qui soient trop forts. Quelquefois, 1 euro de plus de revenus d'activité aboutit à quelque chose de très faible en termes de revenus effectifs, compte tenu de la dégressivité des différents dispositifs qui ont été conçus indépendamment les uns des autres, avec de bonnes intentions, hein, mais indépendamment les uns des autres. Vous voyez, c'est ça les pistes prioritaires, bien sûr. Merci. Nous allons passer la parole à nos collègues. Il y a 3 demandes d'intervention et le président Seth répondra ensuite. Alors Raymond Poncet-Monge, ensuite Victoire Jasmin et Monique Lubin. Raymond. Merci, madame. Oui, vous m'entendez? Merci, Madame la Présidente. Bonjour, Monsieur Seth. J'aurais bien posé plusieurs questions, mais je vois que le temps est contraint. Donc, je vais m'arrêter à la question que je poserai sur votre 8e point,
tout en disant toutefois que la corrélation entre l'existence d'un salaire minimum et la faiblesse de la négociation collective ne me semble pas toujours effective, puisque l'Allemagne, je crois, est quand même caractérisée par une négociation collective forte et qu'elle a décidé d'avoir un salaire minimum. Et tout simplement parce que la tendance est à cela, hein, contrairement peut-être à cette appréciation, puisqu'en novembre 2021, le Conseil européen et le Parlement ont lancé des négociations pour l'élaboration d'un salaire minimum au niveau européen dans chaque pays, au niveau, dans un pourcentage par rapport à un salaire décent par rapport à sa situation économique. Bien. Non, je voulais revenir vous poser une question sur le 8e point. En fait, vous nous dites quelque chose qui n'est pas nouveau, ça a toujours été la position des économistes, d'une majorité, vous le dites, mais pas tout le monde, que l'augmentation du salaire minimum détruit l'emploi, en fait, hein, avec l'exemple de l'Europe. Je tiens à dire quand même que la baisse du coût de travail a démontré qu'elle n'en créait pas. Mais bon, sur cette appréciation, je voulais vous demander qu'est-ce que vous pensez du prix Nobel, du co-prix Nobel d'économie en 2021, David Card, qui conclut à l'absence d'un impact sensible, hein, d'effet notable sur l'emploi de la hausse du salaire minimum. Ce qui a conduit d'ailleurs des pays à augmenter leur salaire minimum, comme la Nouvelle-Zélande. Bien. Alors, vous me direz, c'est un prix Nobel, et ben, on n'est pas d'accord avec le prix Nobel, ce qui est possible, hein, on n'est pas toujours d'accord. Seulement, il existe aussi, vous devez le savoir, une méta-analyse sur 55 études qui a été réalisée par une université américaine en 2019 pour le Trésor britannique, qui conclut, et je cite, « Les études les plus récentes font état d'un effet très, très modéré des salaires minimums sur l'emploi, tout en augmentant par contre sensiblement les revenus des travailleurs peu rémunérés. » Donc voilà, et enfin, bon, c'est vrai, ça a été pointé, la DARES quand même explique pour en finir avec les tensions sur l'emploi et pouvoir augmenter dans un certain nombre de branches où il y a beaucoup de smicards, vous l'avez signalé, il y a toujours une corrélation, une forte corrélation entre smicards et temps partiel, puisque les smicards sont représentés 3 fois plus dans les temps partiels. Alors donc la DARES dit bien qu'il faut augmenter les salaires dans ces métiers de branche si on veut résoudre le problème de l'attractivité de ces métiers avec les conditions de travail. Donc ma question est celle-là, après cet exposé, vous convenez je crois dans votre rapport qu'aucune étude quantitative sur l'effet du salaire minimum sur l'emploi n'a été conduite au cours de ces 4 années où vous dites toujours un petit peu la même chose sur cette corrélation de mandat de votre groupe d'experts. Donc par rapport au prix Nobel, par rapport aux 55 études de la méta-analyse, je vous demande si vous comptez enfin mettre à l'épreuve d'une étude, et pas simplement de simulation, mais d'une étude vraiment votre postulat que la hausse du salaire minimum détruit des emplois. Je vous remercie. Merci. Victoire Jasmin. Oui, merci et beaucoup. Ensuite, Monique Lubin. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci, monsieur, pour votre intervention. Oui, alors je reviendrai sur un rapport récent de la délégation aux droits des femmes du Sénat concernant les femmes en milieu rural. Et là, il y a, malgré les dispositifs de droit commun, de grands écarts, parce qu'on se rend compte que les femmes, n'ont pas forcément des salaires égaux pour les travaux identiques déjà, mais en plus, elles sont payées en deçà même de ce qui est prévu par la législation quand elles ont la chance d'avoir un travail, parce que là aussi, il y a c'est un vrai sujet. Et même les négociations annuelles, par exemple, obligatoires dans certaines entreprises là où elles sont, quelquefois, elles ne sont pas faites.
parce que ce sont des femmes, parce qu'elles n'osent pas toujours réclamer effectivement leur dû et elles sont la plupart du temps payées en deçà de ce qui serait légal, je dirais. Donc, les problématiques liées aussi à la mobilité salariale et sociale qui ont été évoquées par mon collègue Jean-Sol, ce sont aussi des sujets à prendre en compte et voir en quelle mesure, et là vous l'avez déjà plus ou moins évoqué, il faudrait revoir l'ensemble des dispositifs pour voir la situation particulière des femmes parce qu'elles sont celles qui payent un lourd tribut compte tenu de la situation de l'emploi et en fonction de là où elles habitent, évidemment, parce qu'elles n'ont pas forcément toutes les possibilités, d'une part d'emploi, mais de recours, et elles n'osent pas. Donc là aussi, il y a un problème d'information et de formation. Donc je m'arrêterai là, mais je vous remercie en tout cas pour tout ce que vous avez déjà apporté comme information. Merci. Pour terminer, Monique Lubin, et ensuite, Président Seth répondra. Madame la Présidente, bonjour à tout le monde. Moi, j'avoue que je suis un peu interpellée parce que quand je fais le bilan de ce que vous nous avez dit, qui est très intéressant, je ne vois pas bien de porte de sortie. Vous parlez de responsabiliser les syndicats dans le cadre des négociations de branche, mais nous savons bien que notamment dans les plus petites entreprises, il n'y a pas de syndicat et donc quasiment aucune possibilité. Vous dites que les dispositifs publics coûtent cher et peuvent nuire à la mobilité professionnelle, ce que je peux effectivement entendre. J'ai envie de dire, dans ces cas-là, que fait-on pour que ceux qui travaillent dans les plus petites entreprises puissent bénéficier d'un parcours de carrière en termes de salaire valorisant et qui valorisent leur emploi, souvent des emplois quand même au savoir-faire de qualité. Je ne vois pas bien la porte de sortie. Deuxième question, quels sont les éléments qui font que la plupart du temps, vous ne plaidez pas pour un coup de pouce au SMIC? Voilà. Il a l'air de faire très froid dans le bureau de Monique Lubin. Je ne sais pas, mais faut arrêter la clim. Faut arrêter la clim. Président. Vous voulez que je réponde, Madame la Présidente? Allez-y, c'est terminé. Les questions sont terminées, allez-y. Voilà. Je vais commencer par répondre à la première question de Madame Raymond de Poncémonge. Vous vous trompez. Excusez-moi, madame, vous vous trompez. Je dois vous le dire comme cela. Quand vous parlez de l'Allemagne, vous vous trompez. Vous dites que la négociation collective est très dynamique, très forte en Allemagne. Et pourtant, il y a un salaire minimum. Et pourtant, d'ailleurs, ils décident de l'augmenter, comme la nouvelle coalition, comme cela a été annoncé récemment. Mais vous vous trompez pour une raison simple. C'est que la négociation de branche concerne une fraction faible des salariés. Lire le taux de couverture par des conventions collectives concerne en Allemagne environ, je pourrais vous retrouver le chiffre exact si vous le voulez, environ 50% des salariés. Voilà, donc les accords de branche dont on fait grand cas à juste titre en Allemagne ne concernent pas l'autre moitié des salariés. Voilà, je veux dire, il faut parler vrai quand on regarde ces choses-là. Ces choses-là sont complexes. On ne peut pas dire voilà ce qui se passe. Non, il faut regarder attentivement. En France, 98 à 99% des salariés sont couverts par les négociations de branche. Pourquoi? Parce qu'on a des techniques d'extension et d'élargissement qui automatisent en quelque sorte cette couverture. En Allemagne, ce n'est pas le cas. Et la raison pour laquelle un salaire minimum a été instauré en Allemagne il y a quelques années, c'est justement parce que la négociation de branche est certes dynamique, mais concerne une fraction de plus en plus faible des salariés. Et c'est pour cette faiblesse, à cause de cette faiblesse, que les pouvoirs publics ont décidé d'instaurer un salaire minimum et que les syndicats de salariés ne s'y sont plus opposés, alors qu'ils s'y opposaient les années précédentes. Vous voyez, c'est ça l'Allemagne. C'est pas, excusez-moi de vous le dire, ça n'est pas ce que vous dites. Alors, maintenant, dans les discussions sur la directive européenne, c'était votre deuxième point. Vous avez tout à fait raison. Ce qui compte, c'est la réalité de la couverture. Alors, dans les
pays où n'existe pas un salaire minimum, pays nordiques, scandinaves, Italie par exemple, les gouvernements n'entendent aucunement instaurer un salaire minimum parce que les syndicats de salariés n'en veulent pas, en disant « c'est notre boulot, ne nous affaiblissez pas ». Dans ces pays-là, comme pour les pays où existe un salaire minimum, la directive va essayer d'instaurer autre chose, vous le savez, des taux de couverture plus minimum pour les pays dans lesquels n'existe pas un salaire minimum national, et puis le fait que les salaires minimums, qu'ils soient nationaux ou de branche, eh bien, représentent une certaine fraction du salaire médian. C'est la bonne approche. C'est vraiment la bonne approche. C'est celle vers laquelle on se dirige. Vous le savez comme moi, c'est la bonne approche. Et cette bonne approche ne dit pas « il vous faut un salaire minimum ». De quel rang on dirait aux représentants légitimes des salariés qui n'en veulent pas dans les pays nordiques et scandinaves, vous devez instaurer un salaire minimum. Ces pays-là, ils nous regardent, ils disent quoi? Vous, la France, vous allez nous dire qu'il nous faudrait un salaire minimum national avec votre taux de chômage plus élevé que le nôtre, avec vos inégalités plus élevées que le nôtre, avec vos problèmes de compétitivité plus élevés que le nôtre? Vous allez nous donner des leçons sur ce qu'il faut faire sur le marché du travail? Non. Vous voyez? Et c'est la raison pour laquelle le compromis vers lequel on se dirige est un compromis utile, un bon compromis, qui va vraiment s'efforcer de couvrir les salariés, que ce soit par un salaire minimum national ou que ce soit par des minima de branche. C'est la bonne façon de faire, c'est une façon qui n'est pas dogmatique. Alors, vous avez raison, il y a un prix Nobel, David Card, qui, avec un autre économiste, Kruger, qui a disparu il y a peu de temps, d'ailleurs quelques années, avait fait un papier en 1993 de mémoire, nous montrant que aux États-Unis, dans l'industrie de l'alimentation rapide, fast-food, une augmentation des salaires minimum pouvait aboutir à des créations d'emplois. C'est vrai, c'est vrai. Et nous avons d'ailleurs, dans nos rapports sur le groupe d'experts, ça ne vous a pas échappé, j'imagine, développé énormément l'analyse de cela, des relations entre salaire minimum et emploi. C'était dans l'avant-dernier ou l'avant-avant-dernier rapport, dans celui de 2019 donc, ou celui de 2020. Je vous renvoie à ça, on a un gros chapitre sur cette question-là, où on fait une analyse des travaux académiques sur la question. Vous voyez, on ne fuit pas la question, on regarde sur le fond. Et donc on explique comment, dans certains cas, c'est très spécifique, c'est-à-dire quand les salaires minimums sont bas, ce qui était le cas, et quand les salariés se retrouvent en situation de monopsone, c'est-à-dire de relation directe avec leur employeur, eh bien comment dans ces cas-là, les hausses de salaire minimum peuvent avoir une incidence positive pour l'emploi. Pourquoi? Parce que dans ces cas-là, le salaire est très inférieur, peut être très inférieur à la productivité des effectifs des salariés. Vous voyez, mais on est loin d'être dans ce cas-là en France. On est plutôt dans la situation où le salaire minimum est élevé et où les situations de monopsone sont très très rares. Donc je vous renvoie à ce chapitre où loin de fuir, vous voyez, ce débat académique, parler de prix Nobel, donc le débat est académique, hein, loin de fuir ce débat académique, nous le prenons sur le fond. Et je suis prêt à discuter quand vous le voulez de ce que l'on fait, de la façon dont on rend compte de ce débat académique. Hein. Et on a des grands académiques dans notre groupe d'experts. Alors, sur l'analyse quantitative, maintenant pour la France, on l'a demandé plusieurs fois. J'ai réussi, je vous avoue, à avoir un budget pour lancer cette analyse quantitative des effets sur l'emploi des modifications du salaire minimum. Donc j'ai la même attente que vous, le même désir que vous. Vous voyez, Madame Poncet-Monge, sensible à ça, ça faisait des années. J'ai réussi à obtenir un budget et à lancer donc un appel à projet de recherche pour dire aux académiques en France et à l'étranger, fournissez-nous une recherche sur les effets des variations du SMIC sur l'emploi. Qu'est-ce que ça pourrait avoir comme effet sur l'emploi en France? Alors, on a lancé ça il y a 4-5 mois, je vous dis ça de mémoire. On n'a eu que 3 réponses. Et puis, le comité qui regardait ces réponses a considéré qu'il n'y en avait qu'une qui répondait un peu
en partie à la question. Parce que cette question n'est pas facile, surtout dans un pays comme la France. Vous voyez, c'est plus difficile qu'aux États-Unis, où il y a plein de salaires minimums. Il y en a un fédéral, et puis après, il y en a dans la majorité des États américains. Donc, les études sont plus faciles aux États-Unis. En France, c'est assez dur, on a un salaire minimum national. Donc, voilà, il y a une étude qui va essayer de faire ça, et j'espère que dans notre prochain rapport, nous aurons des résultats sur ce plan-là. Mais pour je ne suis pas sûr que vous allez être convaincus par cela, parce que compte tenu des difficultés à étudier ça en France, spécifiques, voilà, on va voir s'ils vont y arriver. Je l'espère. Et les autres études, hélas, ne répondaient pas à cette question. Mais on est tout à fait sensible à ce souci. Alors maintenant, quand vous dites que les allègements de contributions sociales n'ont eu aucun effet sur l'emploi, alors là, je crois que vous ne trouverez pas un travail académique sérieux qui ira dans votre direction. Vous ne pouvez pas dire ça. C'est pas possible de dire ça. On ne peut pas dire ça, on ne peut pas laisser passer un propos de ce type-là. Je suis économiste, dans ce groupe d'experts, il y a des économistes, il y a un sociologue aussi maintenant. Je ne peux pas laisser passer ça. Les économistes académiques ont toujours montré qu'il y avait un effet sur l'emploi, favorable sur l'emploi des plus démunis, des gens les moins formés, un effet favorable des allègements de contributions sociales. Alors maintenant, la marge d'évaluation est pas évidente, elle peut être assez large, mais il ne fait aucun doute dans la littérature économique digne de ce nom qu'il y a un effet positif et un large effet positif. Je peux vous dire que les 25 milliards environ qui sont dépensés dans les allègements généraux de contributions sociales entre 1 et 1,6 SMIC aboutissent à la préservation de l'emploi de nombreuses personnes qui sont fragiles. Maintenant, est-ce que le nombre de ces personnes est au regard de la somme en question? Ça, c'est une autre discussion. Mais que l'effet soit positif et massif, on ne peut pas le discuter. Excusez-moi, et vraiment, je suis prêt à répondre à toutes les questions, à participer à toutes les auditions sur des travaux précis, sérieux, qui montreraient le contraire. C'est pas possible, ça n'existe pas. Voilà, il faut être très très clair sur cette chose-là. Alors, Madame Victoire, excusez-moi, peut-être que je déforme votre nom et vraiment je m'en excuse. Madame Jasmin. Madame Jasmin, sur le non-respect du SMIC, dans nos rapports sur les dernières années, on a regardé cette question. Est-ce qu'il y a de nombreux cas de non-respect du SMIC dans la rémunération des salariés, problème de compliance, comme on dit dans notre milieu. On a regardé ça en sollicitant pour ça la Direction générale du travail, en sollicitant pour ça l'Institut national de la statistique, pour des statistiques précises. Vous voyez, la Direction générale du travail pour les interventions de l'inspection du travail, qui vérifie sur le terrain, et puis l'Institut national de la statistique pour les données qui peuvent nous apporter, qui nous permettent de vérifier le respect ou pas. Bon, on aboutit à des présomptions de non-respect du SMIC très faibles, très rares. Néanmoins, ce travail est fragile, difficile. Je vous le concède, et de l'aveu même des personnes qui nous ont aidés dans cette analyse, Direction générale du travail, l'INSEE, il faut prendre ça avec des pincettes. C'est pas facile à étudier, mais tous les éléments d'information qu'on a pu réunir, vous voyez, de la part d'institutions comme la DG Travail qui vont sur le terrain ou d'autres qui réunissent toutes les statistiques disponibles, amènent à penser, et encore une fois avec prudence, que ça serait très très réduit, très très faible. J'ai plus les chiffres en tête, je pourrais vous les donner, mais c'est dans l'un de nos quatre derniers rapports. Alors, dernière question, Madame Monique Lubin, compte tenu de ce que j'ai dit tout à l'heure, vous voyez la négociation de branche, compte tenu des techniques très spécifiques à la France, d'extension et d'élargissement, qui aboutissent à un taux de couverture de 98, 99, enfin près de 100% des salariés par des conventions collectives, même dans des entreprises où il n'y a pas de représentant syndical, où il n'y a pas de syndicat, il y a le bénéfice, bien sûr, de la négociation de branche. Pour cette raison, pour ce taux de couverture. Vous voyez, il y a des syndicats
il peut y avoir une absence de présence syndicale, une absence des syndicats dans les petites entreprises, dans certaines entreprises. Néanmoins, au niveau des branches, il y a la présence de syndicats, c'est clair, et cette présence des syndicats permet justement de couvrir l'ensemble des salariés, y compris dans les entreprises où il n'y a pas de syndicats. Et il y a quand même deux mouvements qui sont importants de signaler, l'un qui est en cours et l'autre qui est souhaitable. Le premier mouvement, c'est que pour dynamiser la négociation de branche, et excusez-moi, j'aurais dû le dire tout à l'heure, il y a un mouvement en France de contraction du nombre de branches qui est en cours depuis 2013-2014. Et d'ailleurs, Pierre Ramin, le directeur général du travail, a joué un grand rôle dans cette réflexion et dans ce mouvement, puisqu'en France, il y avait un nombre de branches énorme, une atomisation des branches qui rendait parfois complètement virtuelle la négociation collective au niveau des branches. Eh bien, on est passé d'environ 700 branches à environ 200 par le regroupement de plein de branches. Ce processus, maintenant, qui devient plus compliqué, puisque les branches ont une certaine réalité, devrait se poursuivre. Il faudrait qu'il soit poursuivi pour arriver à un nombre de branches plus faible. Et ce nombre de branches plus faible présenterait comme avantage de permettre de faciliter une réalité de la négociation collective au niveau des branches. Vous voyez, c'est là aussi un des moyens de dynamiser la négociation de branches au niveau salarial, comme dans d'autres domaines, les qualifications, les conditions de travail, la formation, etc., tout ce que vous pouvez avoir en tête. Donc il faut absolument, de ce côté-là aussi, se rapprocher des autres pays. L'Allemagne a moins de 100 branches, il faudrait se rapprocher de la situation allemande ou de la situation d'autres grands pays, réduire notre nombre de branches pour renforcer le rôle de la négociation, l'effectivité, vous voyez, du rôle de la négociation collective de branche. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut se désintéresser de ce qui se passe dans les entreprises. Et là, juste un point, j'enlève ma casquette de président du groupe d'experts sur le SMIC. Je suis intervenu à plusieurs reprises sur cette question-là avec un juriste que vous connaissez sans doute de nom, qui s'appelle Jacques Barthélémy, pour dire qu'il faut davantage challenger la présence syndicale et l'action syndicale dans les entreprises et qu'il y a des moyens pour cela. Et peut-être que le renforcement du rôle du CSE, Comité social et économique, dans la négociation collective et dans la représentation du collectif de travail pourrait permettre une dynamisation de la négociation collective, entre autres salariale, dans les entreprises et dans les petites entreprises. Mais là, encore une fois, je vous en parlerai dans un autre contexte, puisque vous m'interrogez en tant que président du groupe d'experts sur le SMIC. Voilà, j'espère avoir répondu à ces éléments, mais pour revenir sur la question de Mme Raymond Poncet-Monge, et la France associe un taux de couverture, c'est quelque chose de très contradictoire, un taux de couverture énorme, 98-99% des salariés sont couverts par des conventions collectives, à une réalité de la négociation collective très faible. Il y a une certaine déresponsabilisation des acteurs de la négociation collective au niveau des branches. C'est clair, on l'a évoqué tout à l'heure. Et en Allemagne, par contre, une négociation collective de branche forte, mais un taux de couverture très faible, très faible, qui légitime la création qui a été décidée d'un salaire minimum dans ce pays-là pour évidemment couvrir les salariés qui ne bénéficient pas de la couverture d'une convention collective de branche. Voilà, j'espère avoir été clair. Merci beaucoup. Excusez-moi du côté cash. Excusez-moi du caractère cash de mes réponses, mais je pense que c'est plus utile de répondre de façon un peu directe et sans mettre trop de fioriture pour que le débat soit clair sur ces questions complexes. Bon, écoutez, merci beaucoup. À une autre fois, peut-être, à une autre audition. En tout cas, merci pour ces réponses, en effet, très cash. Je suis à votre disposition et je ne me déroberai jamais à toute demande, à une quelconque demande de votre part, parce que ça, c'est important, puis c'est notre devoir, évidemment, à tous. Merci Vraiment, beaucoup. merci. Merci beaucoup et bon rétablissement.